sur ixina.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et l'enquête de cette matinée, la France devient-elle un État policier? Nous avons avec nous comme invité Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris, cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes, Gérald Kerziek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, et Stanislas Godon, secrétaire national d'Alliance Police Nationale. Et pour l'instant, beaucoup d'appels, beaucoup de tweets également. Et ça baisse légèrement, Philippe. Très légèrement, on était à 89, on est passé à 84. Oui. C'est important qu'on ait votre avis ce matin, la discussion, l'enquête continue. Alors justement, vous avez entendu notre auditeur qui appelait de Béziers, c'était François. Qu'est-ce que voulait lui répondre Stanislas Godon? Alors, il n'a pas été tendre avec votre patron qui est le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a un problème Castaner aujourd'hui? Ou est-ce que Castaner fait ce que lui dit de faire le Premier ministre, voire même le locataire de l'Élysée, la place Beauvau étant à 50 mètres de l'Élysée? Alors attention, parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement extrêmement atypique. D'abord, on a assisté à des déclarations de manifestation, parfois des manifestations ou des rassemblements sans déclaration. Ils ont obtenu, et ça nous on avait dit que c'était une erreur, cette fameuse fan zone des Champs-Élysées, et ça a donné lieu aux exactions du 1er décembre, et on a assisté à un déferlement de violence. Alors parfois certains ont dit ultra-gauche, ultra-droite, des ultra-jaunes, j'ai entendu cette nouvelle expression. Bon, peu importe. Des individus qui ont décidé de semer le chaos. Et donc on a dû faire face à un climat quasiment insurrectionnel. Je rappellerai juste une chose, le 1er décembre, c'est 235 départs d'incendie dans la capitale. C'est les avenues qui débouchent sur la place de l'Étoile qui étaient à feu et à sang presque. C'est un fourgon de la police qui est attaqué et on prend un pistolet mitrailleur type HKG 36. Je vous laisse imaginer. Un fusil d'assaut. Mais exactement. Qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Non, il n'a toujours pas été retrouvé. C'est le fusil d'assaut dont nous avons la dotation pour lutter contre le terrorisme. Il faut bien le rappeler. Donc c'est vous dire si on était passé dans un climat insurrectionnel. D'ailleurs, nous on avait même demandé le rétablissement d'état d'urgence. Vous voyez, comme ça on est très clair. Et ce que je veux dire, c'est que il faut bien remettre ça dans le contexte. Et après les manifestations. Quand il y a rétablissement de l'ordre public, soyons très clairs sur le sujet. Et maître, vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, lorsque la manifestation, l'attroupement, le rassemblement dérape, effectivement, quand il y a rétablissement de l'ordre public après sommation, il y a l'usage de la force. L'usage de la force, c'est simple, soit il est légitime, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas dans le cadre réglementaire, il fait l'objet d'enquêtes de l'IGPN, parfois d'enquêtes judiciaires, et des sanctions extrêmement lourdes parce qu'il n'y a pas d'impunité chez nous, je le dis très très clairement. Nous sommes la police la plus contrôlée au monde, et nous sommes aussi la police la plus sanctionnée au niveau de la fonction publique d'État. Justement, Philippe Deveul, vous avez entendu notre ami François qui appelait de Béziers et qui disait que Castaner pose problème et il y a un responsable, ce n'est pas la police, elle est le bras armé du pouvoir politique. Est-ce que vous seriez d'accord avec François de Béziers? Oui, je pense que la police est instrumentalisée par le pouvoir. Et ça, je l'ai dénoncé dès le départ. Parce que j'ai participé à tous les actes, vous le savez très bien. Et j'ai pu observer, avenue de la Grande Armée, à l'acte 2 ou l'acte 3, je ne sais plus, qu'il y avait des casseurs avenue de la Grande Armée. Et les CRS étaient à 100 mètres. Et des CRS étaient à 100 mètres. Ben, ils étaient à portée de main pour être interpellés. Rien n'était fait. Donc il y avait un problème de commandement. Et un CRS et un de vos collègues de syndicat m'a vraiment confirmé que s'il n'y a pas d'ordre, le CRS ne bouge pas. Donc il y a une volonté politique dès le départ de salir le mouvement et de laisser faire des éléments ultra ou extrêmes. De laisser pourrir? De laisser pourrir. Et jusqu'à présent, et jusqu'à maintenant. Alors, je ne nie pas qu'il y ait aussi des violences de la part de certains gilets jaunes, mais je pense que la violence policière a commencé à exciter le mouvement. Parce que le président Macron a été dépassé par ce qui se passait. Et gouverner, c'est prévoir. Il n'a rien prévu. Et pourtant, les avertissements étaient là lors de la procession mémorielle qu'il a fait au moment du 11 novembre, où les gens disaient « on n'en peut plus, monsieur le président, on n'en peut plus ». Et il rétorquait « mais vous n'avez qu'à écouter notre discours ou mon discours ». Donc, il y a une sorte d'incompétence du pouvoir à régler cette question sociale qui est inédite dans notre pays. Et je voulais féliciter le docteur Gérald Kerziek parce que c'est très bien de dénoncer les fichages des blessés qui y a dans les hôpitaux. Et là, je m'adresse au syndicat de police. Vous aussi, vous avez le droit de désobéir à des ordres illégaux. Parce que quand on fait des interpellations, c'est une chose. Bon, il y a la fiche d'interpellation et puis après la garde à vue. Mais quand on fait un contrôle d'identité, comme ce fut le cas lorsqu'on a fait une opération spéciale Gilets jaunes à Starbucks, on présente nos papiers sans problème.
Mais après, qu'on nous mette notre nom sur un papier, ça c'est scandaleux. Et il faut pas que les policiers disent on savait pas. Et là, le policier peut désobéir et dire on ne marque pas le nom de quelqu'un qui est un honnête citoyen. Gérald Kierzek, qu'est-ce que vous voulez répondre à François de Béziers? Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent et ça va être ma réponse à Françoise. À François qui est un gilet jaune manifestement depuis le début. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ces gilets jaunes qui étaient pacifiques, qui avaient un problème de dignité dans ce pays et qui manifestaient tout simplement pour dire attendez, on est là, on est abandonné sur les territoires. Ce mouvement-là, il a été confisqué, il a été hold-upé et on voit bien qu'il a progressivement dérivé avec là la police qui doit intervenir et qui est effectivement aux ordres. La police, c'est comme l'administration, ils sont aux ordres et ils sont là pour obéir. Ils peuvent désobéir effectivement quand les ordres sont couverts par le code pénal. Exactement, mais ils peuvent désobéir aussi quand il y a des choses qui leur paraissent déontologiquement inacceptables, comme nous on peut le faire aussi. Mais cette invisibilité des gens, ils sont retournés dans l'invisibilité. Ces gilets jaunes du départ, ils étaient invisibles, ils sont sortis dans la rue, ils sont retournés dans l'invisibilité. Et ça me pose problème parce que je pense que la demande de dignité, elle est toujours là. Le besoin social, il est toujours là, y compris d'ailleurs chez la police. On voit aussi une espèce de solidarité entre la police et puis ces premiers manifestants pacifiques, encore une fois, en disant... les conditions de travail de la police bien sûr, hyper compliquées quand on voit le nombre de suicides qu'elle subit au début de l'année. Mais bien sûr, mais comme les conditions de travail dans les urgences, vous voyez, personne ne parle de la grève des urgences, là, tous les services d'urgence sont en grève, et qu'est-ce qu'on va leur demander? Et c'est mon deuxième point, on va leur demander en plus de ficher des gens, on va leur demander en plus de violer leur secret professionnel, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le diviser pour mieux régner, et ce poison-là de la division me semble extrêmement inquiétant dans notre société, parce que c'est vraiment un poison qui s'instille, et qui est entre la police et des manifestants, entre des soignants à qui on va demander de dénoncer des citoyens contre toutes leurs règles éthiques, entre des gens qui ont un statut de fonctionnaire par exemple et d'autres qui n'ont pas ce statut de fonctionnaire. Bref, on va diviser la société au lieu de la réunir, et ça, je pense que socialement c'est quelque chose qu'on paiera assez cher. Stanislas Godon d'Alliance Police Nationale. Oui, juste je voudrais que les choses soient très très claires sur l'histoire des fiches qui ont été élaborées en toute illégalité visiblement. Il faudra se poser la question notamment du RGPD et de la déclaration de la CNIL et compagnie. RGPD. Le RGPD, Règlement Général de la Protection des Données. Parce que ça aussi, ça fait partie des obligations notamment européennes et nationales qui incombent à toute administration lorsqu'ils ont effectivement des données personnelles des personnes. C'est le cas de le dire. Je voudrais qu'on soit très clair sur ce fichier. C'est un fichier qui n'a aucun rapport avec la police. Nous, la police, en fait, nous référençons juste les blessés ou les tués dans le cadre de missions de police. Parce que ça avait été une demande très très forte dans le cadre de la transparence. Il y a un rapport d'ailleurs qui sera établi chaque année par l'inspection générale de la police nationale. C'est très très encadré. Mais on s'arrête là. Nous, si ce n'est que le fichier dans les hôpitaux est consultable par le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est ce que révèle le Canard enchaîné. Et deuxième point, il révèle en temps réel, puisqu'il y a une demande de l'administration de l'hôpital de rentrer en temps réel. Donc vous imaginez bien, c'est-à-dire que moi en tant que médecin, on me demande déjà de faire quelque chose qui est contraire à ma déontologie, de repérer un blessé, de faire remonter dans un fichier parallèle, fichier qui peut être consulté en temps réel avec tous les éléments d'identification. Donc et on imagine très bien derrière l'utilisation qui pourra en être faite, et là qui est contraire absolument à toutes les règles. Alors le seul, à mon avis, parce que le seul cadre légal qui pourrait autoriser à effectivement avoir des données sur ce fichier, je pense que c'est dans le cadre strictement judiciaire, à condition qu'il y ait une enquête diligentée. Dans le micro. Je ne crois pas que tous les policiers aient accès à ce fichier-là. Vous savez. Mon point de vue, moi c'est le petit bout de la, c'est pas le petit bout de la lorgnette. Je suis médecin, on me demande de faire un truc qui compte ma déontologie. Je dénonce. Je termine juste une chose, c'est que nous avons participé à des auditions à l'Assemblée nationale sur justement la problématique des fichiers et de l'utilisation par la police. Nous avons d'ailleurs demandé un peu plus de souplesse par rapport à des actions judiciaires, qu'on soit bien clair sur le sujet. Et c'est pas vous, maître, qui allez dire le contraire. Je sais que vous êtes un fervent défenseur de l'action judiciaire et pas de l'administratif. Donc, dans le cadre judiciaire, il faut qu'on ait accès à ces fichiers. Maintenant, ce fichier-là, je me pose beaucoup de questions, effectivement, par rapport à la partie déontologique qui vous incombe dans le milieu hospitalier notamment. Et cela vous honore, parce que vous êtes là pour représenter la police républicaine et vous devez vous tenir à une certaine conduite. Bien sûr. Et vous ne devez pas vous faire instrumentaliser par le pouvoir. Parce que, en fin de compte, tout ce malaise qu'il y a dans la police, j'ai l'impression que le gouvernement vous fait tourner en rond. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h passées de 26 minutes. La France devient-elle un État policier ?
ma chère Billy. On attend toujours, bien sûr, vos réactions. Ça bouge légèrement. 89% de nos auditeurs pensaient ce matin que la France devenait un État policier. Ça baisse au fur et à mesure de ce débat, de cette enquête. N'hésitez pas, le Twitter Sud Radio à votre disposition. Et évidemment, le téléphone 0826 300 300. Il est 9h27. C'est vrai que c'est pas cher. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et ce débat qui continue, et la France devient-elle un État policier? Vos appels évidemment qui arrivent au standard plus le Twitter Sud Radio, ça grimpe légèrement Philippe. 88% des auditeurs de Sud Radio qui écoutent ce matin pensent que la France devient un État policier. Pour en débattre avec nous, Philippe Deveu, l'avocat au barreau de Paris, cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes, Gérald Kertzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, et Stanislas Godon, secrétaire national d'Alliance Police Nationale. Quand on voit l'arrestation de Gaspard Gland, c'était samedi dernier, qui n'a plus le droit de travailler jusqu'au 18 octobre prochain, date de son procès, mais qui a dit qu'il outrepasserait cette interdiction, d'autres journalistes ont eu des problèmes, et là de médias beaucoup plus mainstream, comme Radio France Internationale ou France 24. Est-ce que, quelque part, on peut dire qu'il n'y a pas une tentative d'intimidation des médias qui couvrent les manifestations, Philippe Deveul? Ah bah oui. Je pense que, mais ça fait partie du processus gouvernemental. C'est-à-dire qu'on a voulu sidérer les manifestants en employant cette violence policière sur des manifestants qui étaient au départ pacifiques. Et non, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai vu, par exemple, l'acte 2 ou l'acte 3, des manifestants se rendre sur la place de l'Étoile à 9h, 9h15, et de voir les manifestants qui étaient complètement pacifiques et qui venaient de province, pour la plupart d'entre eux, gazés, on pouvait pas mieux faire pour exciter les gens. Et que ça parte un peu en climat insurrectionnel, on pouvait pas mieux faire dans cet ordre-là, parce qu'ils venaient juste d'arriver. Alors comment on va gazer des gens qui viennent juste d'arriver? Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de maladresse et une instrumentalisation et une volonté, si vous voulez, de faire peur. Et d'ailleurs, beaucoup de gilets jaunes me disent, nous, on vient pas aux manifestations parce qu'on a peur d'être blessé, d'être interpellé, d'aller en garde à vue pour aucun motif. Et je vais vous dire, j'en fais beaucoup des gardes à vue le samedi soir, et je rentre bientôt le matin parce que bon, j'ai sauvé des gens d'une comparution immédiate. J'arrive à obtenir pas mal de classements sans suite, heureusement. Mais c'est injuste tout ça. Et bien souvent, les plus violents ne sont jamais inquiétés. Et vous savez très bien que les Black Blocs, c'est une vieille histoire. Il y a un an, le 1er mai, vous aviez 1500 Black Blocs sur le Pont-Neuf. Du côté d'Austerlitz aussi. Exactement. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mais, si vous voulez, il y a la chasse aux gilets jaunes qui a été instituée par le gouvernement. Et là, je ne mets pas du tout la police en cause parce que vous êtes instrumentalisés. Il ne faut pas être naïf. Donc, il y a une volonté de sidérer et de faire peur aux gens pour aller sur les manifestations et de dire « Ah bah attendez, le mouvement s'essouffle ». C'est faux, il y a beaucoup de mobilisation et les gens qui vont à la manifestation sont très courageux parce qu'ils peuvent à tout moment être gravement blessés. Alors justement, Stanislas Godon, je vais lire une réaction, c'est Michel Dutarn. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est bien plus grave encore quand on frappe des journalistes et qu'on les empêche de travailler, quand on bloque le Twitter de certaines radios. Comment appelez-vous cela? Alors on sait qu'il y a le compte de Didier Maistre, le PDG de Sud Radio, qui a été fermé par Twitter avant d'être réouvert. Il a eu les mêmes problèmes sur Facebook, etc. Est-ce qu'il quand même, il n'y a pas un problème d'atteinte au droit à informer en France quand on voit tout ce qui se passe? Je ne crois Entre pas. les journalistes et même de médias mainstream qui ont des problèmes dans les manifestations, les fermetures de comptes de réseaux sociaux, etc. Est-ce que ça va pas un peu loin? C'est Michel Dutarn qui le dit. Et on a plein de commentaires dans ce sens. Oui, enfin, c'est pas parce que vous dites quelque chose à maintes et maintes fois que ça en fait de vérité. D'autre part, les journalistes... ça, c'est des faits. La fermeture de compte Twitter, c'est un fait. D'autre part, les journalistes, vous savez, ils ont tout aussi été violentés, attaqués, notamment par des manifestants ultra-violents. J'ai bien dit manifestants ultra-violents, je n'ai pas dit gilets jaunes parce que il y avait un peu de tout. On a bien vu, notamment, je crois que c'est dans l'Ouest, il y avait des collègues de LCI. Il me semble que à Paris également, il y a eu des journalistes qui ont été violentés, alors qu'ils sont effectivement normalement identifiés, presse avec une carte d'accréditation. Absolument. Donc il y a des consignes qui sont d'ailleurs données normalement à nos collègues. La presse effectivement peut faire son travail. Attention évidemment, lorsque la manifestation, comme on disait tout à l'heure, commence à déraper, qu'on est dans le rétablissement de l'ordre public, après c'est plus compliqué effectivement de faire son travail de journaliste au milieu notamment de ces scènes de guérilla urbaine auxquelles on a assisté. Direction le 0826 300 300. On était du côté de la Méditerranée avec François de Béziers. Direction l'Atlantique, Anglet, le Pays Basque. Bonjour Christian. Messieurs,
bonjour. Bienvenue Alors, sur Sud Radio. Oui, et puis merci surtout de nous recevoir, car je pense que vous êtes une des seules radios aujourd'hui où on va pouvoir s'exprimer sans se prendre un coup de matraque sur la tête. Bien. Sur ce, j'en ai marre d'entendre des mensonges, j'en ai marre d'entendre des gens parler de gilets jaunes. Derrière les gilets jaunes, vous savez, ça s'appelle des Français. C'est pas des mini-moys, c'est des gens qui vivent, n'est-ce pas? Alors, la répression policière, est-ce qu'on est oui, on est totalement en répression. Il y a un gars qu'il faut jeter dehors, je suis d'accord avec l'interlocuteur que vous avez vu, Castaner, c'est terminé, c'est mort. Le gars, il dégage, et puis il en a marre. Il est aux ordres de Macron, et les flics, aujourd'hui, ont des ordres de massacrer du manifestant. En massacrer, ça va un peu loin, là. Oh, écoutez, vous avez qu'à regarder Malmené, les vidéos. on peut dire. Malmené. Violenté, malmené, mais massacré, non, on n'y est pas encore. Excusez-moi, on n'y est pas. Il faut rester précis pour être crédible. Philippe Deveul. Oui, non, mais vous inquiétez pas, je vais être très très précis. Des œils en moins, des mains en moins. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Hein. Si c'est la violence, C'est pas une verrue qu'on enlève à quelqu'un. Hein. Donc, on est bien d'accord. Hein. Donc, il y a une violence policière. Il y a aussi, alors, vous parlez des Black Blocs. Arrêtons-les puisqu'on les connaît. Moi, j'ai peur le jour où on a la guerre en France. Vous voyez, on va peut-être se tromper d'ennemis, quoi. On va peut-être taper sur les Français. Hein. On va peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Nous sommes dans un pays de mensonges total, journalistique pour certains, presse pour d'autres. Quand vous voyez, par exemple, vous savez, malheureusement, les policiers qui se suicident. Alors, il y a 3 ou 4 cons qui sont dans la rue et qui donnent des phrases absolument abjectes. Et qu'est-ce qu'on fait? On reprend ça, mais alors, comme si c'était tout le peuple français qui avait annoncé que les flics devaient se suicider. Donc ça, vous voyez, on est dans un mensonge total. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse discuter normalement de choses normales, apaisées, quand on voit que la haine est surtout faite par notre gouvernement? Alors le jour où ils arrêteront, je pense que la France redeviendra tranquille et peut-être qu'on trouvera des solutions. Mais nous sommes dans une France de mensonges. Je suis désolé. Merci beaucoup, Christian, qui est pas très tendre avec les médias. Enfin, il a dit que Sud Radio, on faisait bien notre travail, ça fait plaisir, on fait de notre mieux. Stanislas Godon, quand vous entendez Christian qui dit, regardez, là, il y a 3 cons, entre guillemets, qui crient suicidez-vous, on monte l'affaire en épingle, et il dit les Black Blocs, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre hors d'état de nuire? Parce que malheureusement, c'est vrai, on a l'impression, je pense que les services de police savent qui est Black Bloc. Pourquoi est-ce qu'on les laisse faire? Alors d'abord, permettez-moi de rétablir les choses. Ce sont pas seulement 2 ou 3 individus qui ont préféré peut-être 50. Une cinquantaine. Nous avons vu les inscriptions, notamment dans le Finistère. Apparemment, Divisio, c'est indéfendable. Non mais c'est en train de se répandre. Puisque là, je viens d'avoir des informations comme quoi il y a d'autres endroits où il y a des tags qui sont en train d'être inscrits. Il faut bien dénoncer, et je salue ceux qui l'ont fait sans ambiguïté, ceux qui ont dénoncé ces propos absolument immondes, qui incitent au suicide, notamment dans les rangs des forces de sécurité. Après, concernant la philosophie Black Blocs, parce qu'attention, les Black Blocs, ce n'est pas un groupement, c'est une attitude à semer le chaos, à attaquer les forces de sécurité, et d'ailleurs c'est une attitude qui a été notamment très expérimentée dans certains pays européens, notamment comme en Allemagne. On a vu ce que ça a donné au G20, notamment en juillet 2017, où ça a été l'insurrection. D'ailleurs, faut se poser la question parce que certains prônent la désescalade, le dialogue, mais le dialogue n'est pas possible avec ces individus. Le dialogue, c'est simplement le dialogue malheureusement de la force avec ceux qui se revendiquent de la philosophie Black Blocs. Sur l'histoire de ceux qui sont connus des services de police, c'est pas à vous maître que je vais apprendre ça, c'est que on peut pas les interpeller sans motif légitime. Donc c'est pour ça que je reviens sur l'article 3 de la loi anti-casseurs, qui nous aurait permis, notamment dans le cadre des arrêtés d'interdiction de manifester, de les faire pointer au commissariat afin qu'ils ne se rendent pas dans les manifestations. Ça aussi, c'est un outil juridique qui aurait été intéressant d'être utilisé par la police nationale. Et attention, ceux qui disent « mais oui, mais il y avait déjà un arsenal judiciaire ». D'accord, l'arsenal judiciaire, il y en a eu 32 de prononcés en 20 ans de temps. Ça n'a jamais été appliqué. D'ailleurs, la preuve, M. Détinger a fait l'objet d'une interdiction de séjour et non pas une interdiction de manifester. Donc l'interdiction de séjour et l'interdiction de manifester, ce n'est pas du tout le même cadre. L'un est plus restrictif et l'un est plus applicable et permet de neutraliser notamment des personnes à risque. Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, vous avez entendu Christian d'Anglette qui dit on en a marre des mensonges, les gilets jaunes c'est des Français, etc. Est-ce que vous, en tant que médecin urgentiste, depuis quelques années, vous avez vu beaucoup de blessés lors de manifestations à Paris, est-ce que vous avez vu autant
autant de blessés par arme non létale, heureusement, que ces derniers temps. On voit bien qu'effectivement il y a une violence parce que au lieu de désescalader, et je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est que c'est pas à la police de désescalader. La police, elle obéit à des ordres. Donc au lieu de désescalader, on a l'impression qu'il y a eu une escalade, voire un pourrissement depuis le début, et une stratégie de dire que les manifestants sont ultra violents, etc. Ce qui n'était pas le cas en novembre dernier, encore une fois. Et nous, on a vu l'évolution au fil des mois avec effectivement des blessés qui sont des blessés dont on n'avait pas connaissance avant. Enfin, il y a des tirs de flashball, etc. Mais encore une fois, c'est pas la faute de l'intervention des policiers. Les policiers, ils sont là pour répondre à une violence. La violence escalade. À des gens non formés à s'en servir. Alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Et ça, c'est la paupérisation des services publics. Parce que les policiers, ils sont comme les médecins urgentistes ou les équipes d'urgence. C'est-à-dire qu'on voit les conditions de travail se dégrader, l'épuisement des équipes. Et ça, c'est valable aussi chez les policiers. Ce qui veut dire que le seuil de sensibilité, le degré émotionnel sont des êtres humains. Les policiers, on l'a vu avec les récents suicides, ça peut conduire aussi à de la bavure. Ça peut conduire à un certain nombre d'attitudes qui sont très bien expliquées sur le plan psychologique, en plus, sur le plan neurologique. Mais l'épuisement des troupes a fait que progressivement, les blessures qu'on a vues arriver étaient effectivement des blessures de plus en plus importantes. Il y a eu des collègues neurochirurgiens, je pense au patron de Besançon, c'est pas que Paris, Besançon, oui. Laurent Tinès, neurochirurgien, qui a lancé l'alerte en disant attention, on a des crânes fracturés, on a des yeux perdus avec les flashballs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand les ordres sont il faut escalader, il faut continuer, il faut augmenter la violence et qu'il n'y a pas de désescalade, forcément on arrive et heureusement il n'y a pas eu de drame. Heureusement il n'y a pas eu de drame. Je Stanislas Godon puis Philippe Deveux. Pas du tout d'accord avec votre analyse et je l'expliquais d'ailleurs auparavant. Nous on a des contacts avec d'autres pays européens. La désescalade ne marche pas avec les individus ultra radicalisés, ultra violents de la philosophie Black Blocs. Soyons très clairs sur le sujet. Ça a été expérimenté. D'ailleurs l'Allemagne est en train d'y revenir puisque certains partis notamment demandent à ce que l'on rétablisse notamment l'usage des armes intermédiaires. Il faut être très clair sur le sujet parce qu'il y a eu cette polémique sur les armes intermédiaires utilisées par les forces de sécurité. Mais en fait, qu'est-ce que l'on veut ? Parce que quand il y a trouble à l'ordre public, lorsque c'est l'attroupement armé avec des visages dissimulés, lorsque vous avez un climat insurrectionnel, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on aille au contact et qu'on assiste à des scènes comme ça se passe dans d'autres pays européens ? Ce ne sont pas des gilets jaunes. Non, mais je parle pas de gilets jaunes. Voilà. Est-ce que vous avez entendu de ma bouche le mot gilet jaune ? Non, mais je parle des individus. Un voyou, quelqu'un qui est dans l'égalité, c'est votre job et il faut le faire bien. Il faut que vous ayez les ordres pour. Le problème, c'est qu'on a tout mélangé depuis novembre. On a mélangé des gens qui avaient un besoin de dignité, comme vous en avez besoin, comme moi j'en ai besoin, avec des gens qui sont des casseurs. Et on n'a pas exfiltré les casseurs suffisamment tôt. C'est en ce sens que je dis qu'il y a eu de l'escalade et pas de la désescalade. Non, mais l'escalade, moi, riposter face à des individus qui nous jettent des pavés de 2 kilos à la tête, ça me pose aucun souci. Et d'ailleurs, heureusement que ça se passe comme ça, parce que malheureusement, ils ne comprennent pas le dialogue et la désescalade comme vous l'avez fait remarquer. D'autre part, sur les mutilations, puisque mettons les pieds dans le plat, sur le sujet des mutilations. Alors, si c'est les mutilations de ceux qui ont ramassé des grenades pour les jeter sur les forces de sécurité, contrairement à certains, je dirais pas que c'est bien fait pour eux, mais je dirais que c'est de leur responsabilité, malheureusement. Certains de vos collègues ont dit c'est bien fait pour eux, donc faut pas s'étonner en face qu'il y ait des gens qui disent suicidez-vous. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et ça c'est pas acceptable. Vous avez bien entendu mon propos, j'ai dit que c'était de leur responsabilité. Voilà. Deuxième chose, sur les lanceurs de balles de défense, les policiers sont formés, mais la formation continue. Effectivement, si, il y a une habilitation, vous ne pouvez pas utiliser cette arme. Par contre, il y a un sujet sur la formation continue, et ça, nous le demandons depuis des années. Vous savez quel est le nombre d'heures dédiées à la formation continue dans la police nationale ? 12 heures annuelles. 12 heures. 90 cartouches. C'est-à-dire rien. Là, on est d'accord. Et là, ça, je l'ai dénoncé. Là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Et nous disons que les policiers, pour qu'ils soient très performants d'un point de vue opérationnel sur le terrain, il faut qu'ils soient formés. Vous savez, les groupes d'intervention, le RAID, les BRI, ils sont extrêmement forts dans des scénarios extrêmement compliqués, difficiles, notamment avec les actes terroristes, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils s'entraînent de manière très très régulière. Et ça, je crois que c'est aussi une des solutions pour remettre, je dirais, les policiers. Dernière chose, maître, vous savez qu'il y a eu une loi sur l'usage des armes, notamment dans la police nationale, et puis la gendarmerie et pour l'opération Sentinelle. Il faut savoir que, par exemple, quand cette loi a été promulguée, il n'y a pas eu de formation continue des agents. C'est-à-dire que, heureusement qu'on était là pour pousser. Il y a eu 12 vidéos qui ont été faites. Et ça, c'est pas possible. Parce que le cadre légal, et vous savez, vous y êtes attaché aussi. C'est quand on a aligné les légitimes défense des policiers sur les gendarmes. Exactement. Oui. Et il n'y a pas eu de formation continue des agents sur le terrain. Et ça, c'est pas possible. Oui, mais c'est la faute de qui ?
C'est la faute de qui? Ah non, Ça, mais on est je vous d'accord. pose la question. C'est la faute de qui? C'est la faute de C'est la l'administration. dégringolade, voilà. c'est la Mais dégringolade des c'était pas services sous Macron, publics. c'était sous Hollande. Oui, Non, de mais toute façon. peu importe, c'est pas une histoire de Mais politique. c'est la une histoire- dégringolade des services histoire de publics qui était une responsabilité revendication des On Gilets est jaunes, tout c'est à la fait même d'accord, chose. mais ce qu'il faut comprendre, là où je suis pas entièrement d'accord, c'est que vous dites oui, il faut un motif légitime pour. Non, depuis le départ, moi j'ai mes premiers clients de Gilets jaunes, c'était un bus de Jurassiens. Ils étaient 40, ils venaient en bus Gare de Lyon, ils ont fait de la garde à vue pendant 24 heures, d'accord ? Et c'était sans motif légitime. Ces gens-là, on les a empêchés d'aller manifester parce qu'ils avaient des masques, ils avaient des lunettes, ils avaient des gants. Bah, écoutez, moi aussi, je suis venu avec mes lunettes de ski au 2e ou 3e acte parce que vous voyez, j'étais brûlé 6 fois par les gaz lacrymogènes qui détiennent du cyanure. Vous voyez, j'ai encore les yeux, tu méfiais. Et ça, c'est aussi bien pour les manifestants que pour les policiers. Vous avez un de vos collègues qui a fait une crise cardiaque à Place de la République il y a quelques semaines. Et parce que justement, vous êtes exposé à des produits qui sont tout à fait nocifs pour la santé. Et je m'adresse aux médecins. Et ça, c'est inacceptable. C'est sur le procédé et la méthodologie du maintien de l'ordre. Et autre chose concernant la formation, etc. Il y a un manque de formation, mais il y a aussi une maladresse parce que le flashball, à l'origine, il était grand là comme le micro. La bonnette du micro. Voilà, le bonnet du micro. Et c'est-à-dire que il était plus mou. Et il peut pas crever un œil parce qu'il n'est pas aussi étroit que le LBD qui, lui, peut crever un œil. Et ça a été suspendu. C'est regrettable. Le flashball Super Pro. Oui, voilà. Le flashball était moins nocif. Et moins précis. Et moins précis. Dites-le. Il était moins précis. Oui, mais peu importe. Que le Mais au moins, peu importe. Non, C'est parce que important ce d'être que je précis regrette. quand vous utilisez une arme. Non, parce que ce qui est grave, c'est pour toutes ces personnes qui ont perdu un œil, qui sont handicapées à vie. Et la plupart d'entre elles, vous savez très bien que ce sont des gens tout à fait pacifiques. Et qu'ils ont un problème pour s'intégrer dans le monde du travail, etc. Et ça, c'est un véritable souci et une responsabilité de l'État. Merci beaucoup Philippe Deveu, l'avocat au barreau de Paris, cofondateur du collectif Robes Noirs et Gilets jaunes, Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, et Stanislas Godon, secrétaire national d'Alliance Police Nationale. Verdict, vous êtes 89% sur Twitter à penser que la France devient un État policier. Eh ben ça tombe bien, la démocratie, c'est vous. Est-ce que vous seriez favorable au tirage au sort en politique? Je reçois dans un instant Paul Lefebvre avec ce livre qui est paru chez Alma Éditeur. Oui. Bonjour Valérie, expert. Je vous ai troublé. Je vous ai coupé la parole, ce qui est quand même... J'allais vous la donner, c'est pour ça. Je vous laisse sans voix. Écoutez, nous à 11h, on va revenir sur la comparution des époux Fillon au mois de très bientôt. Donc on va revenir sur l'âge de la retraite. Je ne sais pas si vous avez entendu Jean-Paul Delevoye, enfin lu plus précisément Jean-Paul Delevoye, qui a dit l'âge légal de la retraite ne bougera pas, mais... Je vous encourage à travailler plus longtemps. Ah bah ça c'est bien. Donc il y a une petite entourloupe. C'est pas un peu la méthode Coué ? Et puis le petit-déj à l'école, qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Je sais que déjà mes débatteurs ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est déresponsabiliser les parents ? Vous en pensez Pour quoi, les Philippe ? réconcilier, prenez-leur des croissants. Absolument. Ou des pains au chocolat, ça coûte moins cher, au prix Jean-François Copé. Surtout pas nutritionnellement, c'est pas très bon les pains au chocolat. même, Je dis, ça n'a jamais prouvé que le petit déjeuner était bon pour la santé et pour mieux apprendre à l'école. Non, et il y en a qui vont prendre 2 petits déjeuners. Ceux qui auront déjà pris un petit déjeuner, donc on va développer l'obésité. Bref, on en reparlera tout à l'heure à 11h. On sera avec Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction du magazine La Vie, et qui viendra nous parler de l'émotion qu'on a ressentie la semaine dernière pour Notre-Dame, de son numéro spécial de La Vie, et puis de son livre Un catholique s'est échappé, absolument passionnant. Et puis toutes les infos de la télé, ce sera entre 10h et 11h. Eh bien écoutez, c'est comme le petit déjeuner, ça nous met en appétit, ma chère Valérie, expert.